Madame la directrice de l'ONAC, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs, la journée d'hier nous a déjà permis d'entrer de plein pied dans la complexité de la guerre d'ex-Yougoslavie, que ce soit par les témoignages de décideurs politiques de l'engagement français ou par celui des commandements de la force PRONU sur le terrain. Notez que si je semble classiquement distinguer dans cette phrase entre décideurs civils et acteurs militaires, il me semble que l'un des enseignements que nous pouvons d'ores et déjà tirer de ce colloque est qu'il a permis de rappeler l'influence non négligeable jouée par les militaires dans la conduite de la politique extérieure du pays. Que ce soit dans les fonctions de conseil ou de liaison qu'ils occupent structurellement, dans les états-majors ou dans l'appareil d'État, ou plus exceptionnellement parce que leur action militaire prend un tour politique. Je pense par exemple à la fameuse déclaration du général Morillon à Srebrenica en mars 1993, qui, amplifiée par les médias, donne l'impulsion du vote des résolutions 819 et 824 de l'ONU qui créent les 6 enclaves de sécurité. Mais naturellement, un tel coup de gueule, même réussi, remplace-t-il une véritable planification stratégique? Je ne donnerai pas l'évidente réponse, c'est un autre problème. Toujours est-il que pour cette table ronde également, je vous invite à garder à l'esprit la transposition politique ou symbolique des événements militaires que nous allons évoquer, qu'ils soient d'ordre tactique, comme la prise du pont de Verbania, ou à l'échelle du théâtre, comme la création de la force de réaction rapide ou l'engagement offensif des forces aériennes de l'OTAN que nous allons évoquer aujourd'hui. Je reviens encore sur l'incroyable complexité de cette guerre qu'ont décrite les 2 premières tables rondes. Complexité à toutes les échelles, depuis les méandres de la négociation onusienne à l'allégeance variable des factions sur le terrain, parfois d'une ville à l'autre, comme on a pu l'évoquer. Face à de tels entremêlements d'acteurs, d'empilement de mandats également, l'ONU, l'UEO et l'OTAN, de procédures ou de règles d'engagement, de motivation aussi, ou parfois d'absence de motivation, il n'est pas étonnant que la perspective de la résolution du conflit pouvait effectivement sembler illusoire à l'hiver 1994-95. Et si on a pu hier discuter la valeur du thème de l'impuissance de la force PRONU pour souligner les aspects positifs de son rôle, on peut penser que l'absence de sortie de crise à l'horizon ne pouvait que lasser les meilleures volontés, alors que les armées françaises entraient dans leur 4e année d'engagement. Cette 3e table ronde est donc consacrée à la dernière année de l'engagement de la force PRONU, qui voit un dénouement négocié par la signature des accords de Dayton le 14 décembre 1995. Est-ce à dire pour autant que, comme par la seule puissance d'une volonté qui manquait jusqu'alors, le succès succède à l'impuissance, pour reprendre les termes de nos titres? On peut seulement poser prudemment la question et laisser nos témoins s'avancer sur ce point. Mais toujours est-il qu'avant le durcissement final des règles d'engagement de la force PRONU, l'année 1995 en Bosnie est d'abord le climax d'une crise qui se poursuit selon les mêmes modalités, avec 2 pics de tension extrêmes, la crise des otages en mai et l'assaut serbe sur l'enclave de Srebrenica en juillet et le massacre qui s'ensuivit. Je voudrais donc rappeler aussi que, face à ces crises, le sursaut de notre titre n'est certainement pas celui de l'ensemble de la communauté internationale, ni même d'ailleurs celui de l'ensemble de la force PRONU, et il ne concerne donc pas uniformément l'ensemble des situations vécues sur le théâtre d'ex-Yougoslavie. Plutôt que du sursaut, on pourrait parler du dénouement de la guerre bosniaque, et seulement de celle-ci, sans oublier qu'elle n'est que l'un des actes, certes le plus dramatique, du déchirement de l'ex-Yougoslavie, qui, après tout, a été entamé plus tôt en Slovénie et poursuivi plus tard au Kosovo. Je termine donc par une seconde invitation, celle de replacer aussi l'engagement des forces françaises en ex-Yougoslavie sur le long terme, en rappelant qu'à la force PRONU cède la place à l'IFOR jusqu'en 1996, puis la SFOR, puis le FOR Altea, etc. jusqu'en 2005, et que sur ce même espace ex-yougoslave, eh bien, la France s'engage à nouveau dans l'opération Allied Force, puis dans la KFOR au Kosovo jusqu'en 2013. Soit tout de même, soulignons-le, au total 22 années de déploiement dans l'espace ex-yougoslave. Cette table ronde s'attachera donc à décrire la réalité du tournant stratégique de l'année 1995 et des conséquences des événements sur le terrain pour les soldats français. Pour en parler, eh bien, sont réunis avec nous des témoins que je présenterai plus en détail à mesure qu'ils prendront la parole. Le général d'armée Hervé Gobillard, le général de corps d'armée André Soubirous,
le général de corps d'armée aérien Philippe Stellinger et le colonel Éric Sandal, ainsi que le lieutenant-colonel Jérôme de Lespinois pour une mise en perspective historique des enjeux de l'année 95. Eh bien, je pense que nous pouvons maintenant projeter le clip qui dure une petite dizaine de minutes, je crois, et qui va nous plonger dans l'action. Sur l'ordre du général Gobillard, une section de soldats français prend d'assaut le poste de Verbania, où plusieurs de leurs camarades sont retenus par les Serbes. On dénombre 2 morts et 17 blessés dans les rangs français. Une fois de plus, les Serbes jouent avec les nerfs des Occidentaux. D'abord, la bonne nouvelle. La libération hier soir de 55 casques bleus néerlandais détenus par les soldats du général Mladic. Ce matin, ils se relaxaient à Novi Sad, en Serbie. Il n'y a plus de problème. Ils ont été très bien traités sur la route de Bosnie, mais aussi les jours auparavant. Ils n'étaient pas otages, mais détenus seulement. La France et la Grande-Bretagne prennent l'initiative d'une force de réaction rapide, dont les premiers éléments quittent Toulon le 20 et arrivent le 28 sur la zone de Tomislavgrad. Le patron de cette brigade multinationale est le général Soubirou, qui commandait précédemment le secteur de Sarajevo. Les soldats passent immédiatement à l'entraînement. L'ONU exige le retrait des armes lourdes de la zone de Sarajevo. Le 30 août, devant le refus serbe, l'OTAN et la force de réaction rapide lancent l'opération Deliberate Force contre des objectifs serbes en Bosnie. Line 5, yield. Line 6, what? How do you read, over? Un avion français est abattu. Les pilotes réussissent à s'éjecter, mais sont capturés par les soldats serbes. Les Serbes de Bosnie viennent d'ailleurs de réagir à ces attaques. L'agression de l'OTAN dépasse toutes ses prérogatives.
négative, selon eux. La télévision des Serbes de Bosnie affirme pour sa part que 5 observateurs européens ont été tués au cours des raids de l'OTAN autour de Sarajevo, mais elle ne donne pas de bilan côté serbe. L'agence officielle Tanjug, en revanche, parle de plusieurs victimes civiles et de dégâts matériels très importants. La radio serbe affirme enfin qu'un avion de l'OTAN a été abattu sans plus de précision. Doucement, il y en aura pas. On va pas s'en sortir, hein. Il est entendu que c'est un travail qui nous revient à nous, la Fort Pronu, et particulièrement au casque bleu français, puisque nous sommes dans cette zone. C'est un travail que nous ne pouvons pas faire seuls. Et un de nos rôles, c'est d'intéresser les agences internationales à s'occuper aussi de ce genre de problème. Et nous avons amené 2 agences sur le terrain aujourd'hui, une il y a 3 semaines. Et ces agences vont justement s'occuper de la reconstruction, des travaux agricoles, des questions d'eau et de l'urgence, notamment dans la reconstruction pour l'hiver. Et je crois que c'est une des preuves aussi, si on peut dire, de la réussite de notre action sur le terrain, c'est que les ONG s'impliquent dans ce que nous faisons dans des villages aussi reculés qu'ici. Et pour nous, nous espérons que ce n'est qu'un départ, que ces 14 villages, ces 800 habitants, ces 1000 habitants seront bientôt une centaine de villages et des milliers de personnes qui retrouvent de leur ancienne vie, qui retrouvent leurs anciennes habitudes et leur ancien confort, et j'allais dire peut-être leur ancien bonheur. 1er novembre 1995. Des négociations de paix s'ouvrent à Dayton entre les présidents de Serbie, de Croatie et de Bosnie. Un accord est signé le 10 novembre. La fin du mandat de la Fort Pronu est fixée au 31 janvier 1996 par le Conseil de sécurité. Le 13 décembre, les pilotes de l'avion abattu, le capitaine Frédéric Chiffot et le lieutenant José Souvigné, rentrent en France. Le 14 décembre, à Paris, la conférence de la paix scelle les accords de Dayton. L'IFOR, chargé de faire respecter les accords sur le terrain, remplace la Fort Pronu. Les soldats français continuent leur mission sous le commandement de l'OTAN. Cette vidéo montre bien les 2 aspects qui vont être l'objet de cette table ronde. À la fois cette FRR et ce sursaut des forces des Nations Unies et puis surtout des hommes sur le terrain avec ces matériels que vous avez pu voir qu'on n'avait jamais vu auparavant sur le théâtre. C'est cette ESML sur le mont Guiman, les canons de 155, les obusiers britanniques et puis les avions français ou les F-16 de l'OTAN. Et puis le deuxième aspect qu'on voit bien aussi également dans cette vidéo qui introduit la table ronde, c'est ces forces de l'ONU qui distribuent des friandises dans les villages bosniaques qui sont complètement détruits.
Et donc l'objet de cette table ronde, c'est de voir comment on passe d'une attitude à une autre. Et donc on l'a intitulé le sursaut. Le sursaut, et là je me fais le porte-parole des organisateurs, le sursaut c'est celui du changement d'attitude des hommes sur le terrain qui va permettre ensuite la conclusion des accords de Dayton aux États-Unis, non pas le 10 novembre comme c'est dit dans la vidéo, mais le 21 novembre. Alors, c'est vrai que cette notion de sursaut est un peu discutée. L'amiral Langsad, hier, a dit, s'est étonné un peu du titre de cette table ronde. Il a dit, on passe plutôt d'une attitude de maintien de la paix à une attitude d'imposition de la paix. Mais en fait, ce qu'on a voulu traduire par sursaut, c'est le fait que ce changement d'attitude, il vient principalement des hommes sur le terrain. Des soldats qui sont confrontés à cette situation, à cette impuissance, depuis 1990, 12, qui se ressaisissent, et ensuite il y a ce sursaut sur le terrain, il permet ensuite ce changement de mission, d'une mission de maintien de la paix à une mission d'imposition de la paix. Et donc il y a une sorte de convergence entre un sursaut tactique et qui permet ensuite un changement de posture stratégique au niveau politico-militaire, et donc qui permet une sorte de désinhibition dans l'emploi de la force de la part du niveau politico-militaire. Disons-le tout de suite, sans déflorer le sujet sur lequel reviendront les intervenants de la table ronde, il y a une sorte de légende dorée autour de ces événements à partir de mai 95 jusqu'à la conclusion des accords de Dayton, une gesta franco-roume qui met principalement en avant le président Chirac, à la fois dans la reprise du pont, dans la création de la FRR, et puis ensuite dans cette courte campagne qui va permettre les accords de paix. Je laisse les intervenants revenir sur ces événements. Et puis il y a le storytelling américain dont on a parlé hier, dont Maya Candel a parlé hier, dont Gilles Andréani a parlé, sur cette impuissance de l'ONU sur le terrain, sur cette incapacité des hommes politiques européens à conclure un accord de paix qui nécessite l'intervention des États-Unis qui permettent la signature des accords de Dayton. Les principaux acteurs de ces événements reviendront sur les circonstances. Pour ma part, je voudrais replacer le contexte de ce sursaut et en particulier distinguer trois facteurs qui vont permettre ce sursaut. Le premier facteur, c'est tout d'abord que ce sursaut, il est préparé depuis très longtemps grâce à des accords qui sont conclus avec l'OTAN depuis 1992. Donc dès 1992, l'OTAN intervient sur le terrain. Le deuxième facteur sur lequel je voudrais revenir, c'est que ce sursaut, il est dû également à l'implication grandissante des États-Unis sur le terrain. J'y reviendrai un petit peu. Et puis, je voudrais mettre également en exergue l'action des chefs sur le terrain. Parce que dans ce chaudron yougoslave, dans cet enchevêtrement de responsabilités, dans ces multiples subordinations des chefs, ce qui compte avant tout, c'est, enfin, du point de vue, avec le recul qu'on peut avoir aujourd'hui, mais peut-être que je me trompe, ce qui compte, c'est quand même la personnalité des chefs, plus que l'obéissance à des ordres qui ne sont pas donnés ou à des ordres qui sont inapplicables sur le terrain compte tenu des circonstances. Et là, ça rejoint un petit peu cette remarque d'Akashi qui avait été citée hier par le général Paloméros, qui disait, donc Akashi disait que l'UNPROFOR était obligé de tracer son propre chemin compte tenu des déficiences de son mandat. Et tracer son propre chemin, c'est essentiellement ces chefs qui l'ont fait et dont je voudrais rappeler un petit peu l'action. Alors le premier point, c'est tout d'abord la lente mise en place de la coopération entre l'OTAN et l'ONU.
Comme l'a dit Gilles Andréani hier, en 91, l'OTAN perd sa raison d'être et elle trouve, grâce à l'ex-Yougoslavie, une nouvelle raison d'être qui est celui de la résolution des crises. François Mitterrand disait, et ça rejoint un petit peu cette citation de Manfred Wörner qui a été citée hier par un intervenant, François Mitterrand disait c'est du hors-sujet et du hors-zone. Mais l'OTAN donc s'implique dès 92, tout d'abord avec des forces navales et des avions de patrouille maritime pour surveiller l'embargo, puis en octobre avec des avions de surveillance, en octobre 92 avec des avions de surveillance AWACS pour surveiller la zone d'exclusion aérienne. Et puis, devant les très nombreuses violations de l'embargo, on a, à partir de mars 1993, l'autorisation qui est donnée à l'OTAN de prendre les mesures pour faire appliquer véritablement cet embargo. Et c'est donc le déclenchement de l'opération Deny Fly en avril 1993. Mais c'est en août 1993, à la suite de la résolution 836 que l'OTAN commence à véritablement étudier l'emploi de la force aérienne au profit des forces au sol. Et là, il y a un document essentiel qui est approuvé, qui n'est pas beaucoup cité, qui est approuvé par le comité militaire le 9 août 1993 et qui établit les modalités de l'appui aérien à la force-promu avec 3 niveaux. Le premier niveau, c'est celui de l'appui aérien rapproché. Le deuxième niveau, c'est des frappes contre des objectifs militaires. Et le troisième niveau, ce sont des frappes contre des industries civiles. Et ce document-là, donc qui est adopté en août 1993, soit 2 ans avant Deliberate Force, servira de matrice à toute la campagne aérienne en septembre 1995. Et entre ces périodes, août 93 et août 95, comme le disait le général de l'Aprel hier dans son témoignage vidéo, il y a un certain nombre d'opérations aériennes qui sont menées en appui aérien, en appui des forces qui sont au sol, à la suite de l'ultimatum qui est lancé par l'OTAN en février 1994, à la suite du premier bombardement du marché de Marcalais. Et le général Janvier dit assez souvent, et il a dit dans plusieurs témoignages, que là, l'OTAN et l'ONU ont raté une occasion, mais peut-être que les témoins pourront y revenir, a raté une occasion d'employer la force aérienne pour montrer aux Serbes la résolution des Alliés, plutôt que d'accepter cette fiction de contrôle des armes lourdes qui sont dans des points de regroupement dans des zones serbes. Cette implication dans l'OTAN, dans le conflit, elle est due également à l'activiste de Manfred Wörner, le secrétaire général de l'Alliance, et qui sera le bras armé de la politique américaine. Mais elle provoque également, on en a légèrement évoqué, on l'a légèrement évoqué hier, un rapprochement franco-britannique qui sera durable. On parle beaucoup du sommet de Saint-Malo en 1998 avec Chirac, mais on parle très peu du sommet de Chartres en novembre 1994, en plein conflit bosniaque entre Balladur et John Major, où il y a une véritable convergence des intérêts stratégiques. À la fois les Français et les Britanniques se rendent compte qu'ils ont des intérêts stratégiques communs en ex-Yougoslavie qui sont différents de ceux des Américains. Et ce sommet de Chartres en 1994 est pour moi réellement fondateur de cette coopération renforcée dans le domaine de la défense qui naîtra ensuite avec le sommet de Saint-Malo. Et donc, le général de l'Aprel a évoqué hier dans son témoignage filmé les relations difficiles avec le SACEUR,
le général Jules Verne. On a plusieurs témoignages là-dessus. Il y a aussi le livre de Michael Rose qui commandait les forces de la Bosnie, en Bosnie à cette époque, qui raconte dans ses mémoires Fighting for Peace comment après le bombardement de Gorazde par un arrière qui a été abattu, l'amiral Leighton Smith dit qu'il ne permettrait plus à ses avions de bombarder des objectifs tactiques, et donc l'emploi de l'aviation sera réservé au bombardement des objectifs stratégiques. Et donc il y a dès 1994 cette divergence entre l'OTAN et l'ONU dont les témoins ont déjà fait mention. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'implication grandissante des États-Unis. Malia Candel hier a parfaitement montré comment la crise bosniaque était devenue un problème de politique intérieure pour Bill Clinton. Mais lorsqu'on lit le livre de Holbrooke, les mémoires de Holbrooke, To End the War, on voit en fait que Clinton décide de s'impliquer dans le conflit très très tard, sans doute après juin 1995, la visite de Chirac à Washington, et juste après le deuxième bombardement du marché de Marcellay, le 28 août 95. Et donc ce basculement, il se fait très très tard. Ce basculement américain se fait très très tard. Il est préparé certes par énormément de travail de planification qui a été fait par l'OTAN et les états-majors auxquels participent les états-majors français, mais il se fait très brusquement en fait dans une petite période de temps. Et Holbrooke donne 4 facteurs principaux à ce changement d'attitude américain. Tout d'abord, la prise de conscience qu'après Srebrenica et Zepa, on ne peut plus accepter la remise en cause de l'autorité de l'ONU sans prendre de risques pour l'équilibre international. Le deuxième facteur que donne Holbrooke, c'est la réaction émotionnelle à Washington après la mort de 3 négociateurs américains sur la route du mont Igman en août 1995. Et puis 2 autres facteurs qui sont la détermination du président Clinton, surtout depuis qu'on lui a expliqué que les États-Unis s'étaient engagés à fournir des troupes si l'ONU décidait de désengager ses forces. Et puis Holbrooke ajoute la conviction de son équipe que l'emploi de la force était nécessaire pour débloquer la situation. Le troisième point que je voulais évoquer rapidement, c'est qu'il faut prendre en compte le rôle des hommes qui sont plongés dans le chaudron yougoslave et donc qui agissent en fonction de leur personnalité propre. Et là, le général Paloméros a rendu hier au général Janvier, le général de Laprelle en a parlé également dans son témoignage. Il a été sollicité, il n'a pas pu venir, mais pourtant il a joué un rôle essentiel à partir de mars 1995 à la tête de la Fort Pronu. Et lorsque l'amiral Langsad le désigne le propose aux Nations Unies pour remplir cette mission à la tête de la Fort Pronu, il désigne un général qui a sans doute la plus grosse expérience opérationnelle dans l'armée de terre. Général Janvier, il a été au Tchad lors de l'opération Taco, il a été au Liban, il a évacué les Feydaïn en 1982 en commandant 2 compagnies du REP, il a été à Manta en 1984, il a commandé l'opération Requin au Gabon en 1990, il a commandé bien sûr la division Daguet en 1991, donc c'est sans doute le général qui a la plus grosse expérience opérationnelle, une des plus grosses expériences opérationnelles de l'armée de terre. Et donc, si je peux dire, l'amiral envoie son meilleur soldat sur le théâtre, et ce qui les Britanniques qui avaient placé la barre assez haute en envoyant tout d'abord Michael Rose, qui était un SAS légendaire à la suite des opérations des Malouines, et puis ensuite il y a eu Leighton Smith, il y a eu Rupert Smith qui a eu une belle carrière opérationnelle, et puis Janvier, c'est aussi l'homme qui a
qui a commandé l'UMIAFE, qui s'appelait pas l'UMIAFE dès 1993, et donc qui a travaillé sur toute la planification des opérations de désengagement des casques bleus, qui a travaillé aussi sur des plans pour libérer des otages casques bleus qui auraient pu être faits prisonniers par les Serbes. Donc c'est quelqu'un qui a déjà travaillé sur le théâtre. Le deuxième personnage important dans toute cette affaire du sursaut, c'est bien sûr le général Rupert Smith, dont on a déjà parlé, donc qui est chef des casques bleus en Bosnie de janvier 95 à janvier 96. Lui et le général Janvier se connaissent déjà, puisque le général Rupert Smith a commandé la division blindée britannique dans le Golfe en 1991. Il a également une belle carrière opérationnelle en Afrique, au Moyen-Orient, en Malaisie ou en Irlande du Nord. Et il faut le dire, les relations entre Janvier et Rupert Smith ne sont pas toujours très bonnes. Lorsque Janvier témoigne devant la commission parlementaire qui est dirigée par François Loncle en 2001, les passages qui sont le plus caviardés, c'est les passages où le général Janvier parle de ses relations avec Rupert Smith et de l'attitude de Rupert Smith, et sans doute pour ne pas créer un incident diplomatique. Mais Rupert Smith défend non seulement des intérêts nationaux, il reçoit des consignes de Londres, mais il a aussi une vision qui est très différente de celle du général Janvier dans l'emploi des forces. Il l'a décrit dans son livre qui a été publié en 2005, The Utility of Force, et il défend, certes, dans ce livre, ce concept de guerre au milieu des populations qui a été très largement vulgarisé, mais il écrit aussi à propos de la Bosnie qu'il s'agissait pour lui d'employer la force face aux provocations serbes. Et en particulier, il dit qu'il ne faut pas, lorsque les Serbes bombardent les zones de sécurité, il ne faut pas que seulement les avions de l'OTAN détruisent cette arme lourde, mais il faut également que, comme l'OTAN avait pu le faire en août ou septembre 1994 dans la zone d'exclusion de Sarajevo, mais il faut que l'OTAN détruise un objectif vital pour l'adversaire. Et là, on a ce que décrit Rupert Smith dans son ouvrage, c'est ni plus ni moins que la coercition telle qu'elle a été théorisée par Schelling dans les années 1960 avec la stratégie du conflit. Et c'est cette théorie de la coercition que Rupert Smith applique avec les bombardements de Palais le 25 et 26 mai 1995. Et cette décision de Rupert Smith dégrade profondément les relations entre Janvier et son subordonné, puisque Janvier n'était pas là, donc c'est Rupert Smith qui a la clé. Janvier était devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, il était justement en train de défendre le changement de mandat, de demander des hommes et des moyens nécessaires pour pouvoir passer à une opération d'imposition de la paix, donc il se sent trahi par Rupert Smith qui, pour moi, mais je me trompe peut-être, a appliqué une vision personnelle. Surtout que ça ne fonctionne pas, puisqu'après le premier bombardement, les Serbes bombardent les zones de sécurité violemment. Il y a une deuxième frappe qui est ordonnée par Rupert Smith, et c'est là que les otages sont pris. Et on arrête à ce moment-là l'escalade de la violence. Et donc Janvier, il y a une différence, de personnalité, et donc il y a une différence de vision sur le règlement de ce conflit. Et Janvier a une attitude très légaliste entre guillemets. Il applique le mandat qu'il a reçu des Nations Unies. Il applique vraisemblablement, je pense, amiral des ordres qu'il a reçus sur le fait qu'il ne fallait pas employer la force, que les forces des casques bleus ne devaient pas employer la force, et puis surtout il est convaincu que les casques bleus de l'ONU ne sont pas équipés, n'ont pas pris les dispositions nécessaires pour employer la force face aux Serbes, et que ça nécessite un changement radical. Mais je pense que pour en avoir parlé avec lui, je pense qu'il est persuadé que seul l'emploi de la force permettra d'arriver à une solution négociée du conflit.
Voilà, je voulais m'arrêter sur ces 3 points. Je conclurai, Olivier Zajac a parlé lors de la première table ronde de Clausewitz, en disant qu'il ne fallait pas se tromper de conflit. Moi, je voudrais reprendre une autre notion de Clausewitz, qui est celle de point culminant de l'offensive. Il semble que les Serbes, au printemps 1995, arrivent au point culminant de l'offensive qui est décrit par Clausewitz, le point maximum de la marée, juste avant le reflux de la marée, qui reflue avec une puissance aussi importante que lors de la montée de la marée. Et là, en mai 1995, il semble que les Serbes aient atteint ce point culminant de l'offensive, qui a un certain nombre de facteurs, qui sont des facteurs politiques aux États-Unis, en France, de facteurs militaires sur le terrain, avec l'arrivée de la FRR, avec ces accords qui sont passés avec l'OTAN, qui permettent ce sursaut qui vient pour moi principalement des hommes qui sont sur le terrain. Les préliminaires de l'engagement de l'OTAN, qui effectivement ne sort pas comme ça d'une boîte en 1995 ou en 1994, pour rappeler que sur le théâtre adriatique, il y a un embargo qui est mis en œuvre depuis 1992, et que déjà cet embargo bascule d'un mandat UEO, c'est l'opération Sharp Fence initialement, à un mandat OTAN dès juin 1993. Donc on voit bien que l'OTAN, de toute façon, plane autour ou au-dessus de ce conflit depuis longtemps, un an après la création de la FORPRONU, quasiment. Et là encore, on voit bien que les Européens tentent des initiatives, mais qu'ils n'arrivent pas à fédérer autour, et que finalement l'OTAN prend le lead d'abord sur des questions un peu périphériques, et puis ensuite en 1995, comme on va le voir, davantage au cœur du conflit. Eh bien, je cède la parole à l'un de nos témoins. Vous avez dit également qu'il fallait mettre en exergue l'action des chefs sur le terrain. Alors, le premier de nos témoins, le général d'armée Hervé Gobillard, que je présente brièvement. Vous avez eu, mon général, une carrière de cavalier et parachutiste. Vous êtes ancien chef de corps du 1er RHP, vous avez commandé la 11e DP, et vous étiez gouverneur des Invalides en 2002-2009, donc vous nous recevez un petit peu chez vous, dans votre ancienne demeure en tout cas aujourd'hui. Et vous êtes ici parce que vous étiez commandant du secteur de Sarajevo de septembre 1994 au 15 août 1995, je crois. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Et effectivement, pour moi, c'est un grand moment, et je remercie Madame la directrice générale d'avoir organisé ce colloque, parce que ça peut peut-être vous surprendre, mais c'est la première fois, en dehors des conférences faites dans les écoles militaires ou à l'étranger, beaucoup à l'étranger, que je vais faire ce témoignage en dehors de l'audition de la commission parlementaire de M. François Lonck, où j'étais à huis clos, et puis 18 ans de passage plus ou moins difficile au tribunal permanent pour la Yougoslavie. Ça s'est arrêté en 2015 et ça avait commencé en 1996. Pour les procès de Perisic, chef de renseignement de la Serbie, de Milosevic, pas le Milosevic serbe, mais le patron du Sarajevo Romaniacor, qui encerclait la ville, de Tolimir, le patron du renseignement, Karadzic, où j'y suis allé 2 fois, et Mladic, où j'y suis allé 2 fois. Le dernier qui n'est toujours pas condamné, c'est Mladic, et à ce dernier procès, j'ai été attaqué très vivement par Mladic, qui m'a traité de criminel de guerre, de génocidaire, d'assassin, à tel point que le président du tribunal a été obligé de faire évacuer le prévenu. J'ai eu le sentiment que c'était moi qui allais me retrouver dans la prison à quelques mètres de là. Mais vous avez utilisé le mot sursaut. Je crois que c'est sans doute le mot qui est peut-être pas le meilleur. C'est un changement d'attitude, mais ce changement d'attitude que nous avons eu
eh bien, il est dû essentiellement à la qualité des soldats sur le terrain. Un chef prend des décisions, mais il ne peut prendre des décisions que s'il sait qu'à côté de lui, il y a des officiers d'état-major, des commandants de bataillon, des lieutenants, des adjudants, des capitaines, des soldats, qui sont capables de changer d'attitude, et il y a très peu d'armées au monde qui, en quelques secondes, sont capables de passer du statut d'encaisseur, avec tout ce que ça comporte, en attitude de guerrier pour gagner. Et puis la deuxième chose, c'est que, étant commandant du secteur de Sarajevo, même si mes patrons étaient d'abord Michael Rose, général Michael Rose, ensuite Rupert Smith, on a besoin, comme tout homme, d'avoir des grands anciens derrière soi, et je pense que certaines décisions, je ne les aurais pas prises si je n'avais pas eu le général Delaprelle et le général Janvier à Zagreb, qui directement ou moins directement étaient là pour me soutenir. Et si les autorités politiques sont très peu venues à Sarajevo, j'ai vu une fois le groupe de contact, une fois à Gachi, et en revanche, le général Delaprelle et le général Janvier venaient assez souvent soutenir les gens dans la cuvette. Je ne reviendrai pas sur l'ambiguïté du mandat, sur les règles d'engagement, sur l'impuissance, parce qu'on en a beaucoup parlé, on en reparlera encore. Je crois que vous attendez un témoignage d'un chef qui a pris des décisions et commandé sur le terrain. J'arrive donc le 23 septembre 1994, je succède à un très brillant général, le général Soubirous, ici, qui en plus, comme j'étais pas bon, me succédera après avec la FRR, pour bien montrer qu'il fallait reprendre les affaires d'une façon sérieuse. Il me laisse, comme il l'a dit hier, un moment relativement calme, sauf que le soir de son départ, je suis obligé de fermer l'aéroport le 23 septembre au soir, car les Serbes, sans doute, coup de téléphone d'arrivée, commencent à bombarder l'aéroport. Je rappelle que l'aéroport sera fermé 2 fois 40 jours, c'est-à-dire un blocus pratiquement de 2 fois 40 jours, plus long que le blocus de Berlin. Et que une des missions, non pas la première, mais une des missions importantes de cette ville, de la survie de cette ville de 270 000 habitants, était l'approvisionnement de cette ville. Et à l'époque du général Soubirous et un peu au début de la mienne, il fallait à peu près 250 tonnes par jour pour nourrir la population. 2 fois 40 jours sans rien, c'était pas beaucoup. Donc l'aéroport a été longtemps fermé. Il a les escortes de convoi, et puis très rapidement, les escortes de convoi, par un accord signé par le Biach Command, j'y reviendrai, qui n'a pas été très, très bon, notre liberté de mouvement a été complètement annihilée. Quand je suis arrivé, donc, j'avais, comme chef d'état-major, je retrouvais ma division avec le colonel Gossres et un certain nombre de régiments de la division parachutiste. Puis les chefs d'état-major successifs que j'ai eus, pas tout à fait chef d'état-major, mais ça a été le colonel de Kermabon et ensuite le colonel May. Mais en janvier 1995, on me fait un vrai cadeau et on me donne comme chef d'état-major un Russe, le colonel Demourenko, qui avait fait ses études à Moscou et en plus le War College aux États-Unis, donc 2 fois pollué. J'utilise ces mots parce que je lui ai dit. Et il avait qu'une trouille, c'est qu'il lui arrive quelque chose. Donc il s'est occupé de la sécurité incendie de PTT Building. J'ai donc été obligé de créer un shadow état-major
Shadow état-major, qui a d'abord été commandé par le colonel de Kermabon, remarquable officier, et le colonel May ensuite, encore plus remarquable, puisque c'est avec le colonel Sandal ici présent que nous avons eu ce changement d'attitude au moment de la reprise de Verbania. Une des missions dont on n'a pas du tout parlé hier, et peu, mais à mon avis il faut en parler, une des missions était, à la suite de Marcalais, avait été décidée une zone d'exclusion totale, TEZ, c'est-à-dire toutes les armes dans un secteur de 20 km autour de Sarajevo de calibre supérieur à 12 mm 7 devaient être regroupées ou exclues de cette zone. C'est ainsi que les armes bosniaques ont été regroupées à la fois à Tito Barak et dans un tunnel. Elles ne sont jamais sorties, mais les 282 armes serbes ont été mis dans des zones qu'on a appelées les points de regroupement des armes. Pour beaucoup, tout le monde pensait, peut-être à Paris ou à New York, que ces armes étaient parfaitement gardées dans des hangars cadenassés. En réalité, ces armes étaient en position de tir et de temps en temps, ils enlevaient le percuteur, mais ils les utilisaient pour bombarder Sarajevo. Et nous, compte tenu du fait que les soldats, sur 4 zones françaises, 2 zones tenues par les Russes et 2 zones tenues par les Ukrainiens, ces zones, les gardiens, entre guillemets, de ces points de regroupement étaient logés la plupart du temps dans des casernes serbes. À Lukavica, par exemple, ils étaient au rez-de-chaussée du PC du 1er corps d'armée. Et ce qui veut dire qu'ils étaient des otages en germe déjà. Et, chose assez paradoxale, quelques jours après mon arrivée, je reçois un document me demandant de payer la location des gardiens de ces armes. Bon. Devant cette incompréhension pour moi, nous ne pouvions pas empêcher les armes de tirer. On verra que par la suite, ils les récupéreront. Non seulement ils les récupéreront, mais les Russes et les Ukrainiens leur ont donné, forcément. J'ai donc créé un mémorandum pour demander à ce que cette politique de regroupement des armes soit revue, et le général de Laprelle m'a suivi, mais malheureusement, cette politique n'a pas été, c'était le 20 novembre 1994, cette politique n'a pas été acceptée par New York. Donc, à mon arrivée, j'essaye de faire évacuer un sous-ensemble de la zone démilitarisée, de la TEZ, qu'on a appelé la DMZ, la zone démilitarisée. Toujours à la suite de Marcalais, cette zone, aucun des belligérants ne devait l'occuper, et c'était en grande partie le mont Igman. Donc une de mes missions était d'évacuer les Serbes et les Bosniaques qui transitaient par cette zone ou occupaient cette zone démilitarisée. C'est ainsi que, vers le mois d'octobre, il y a eu énormément de transit sur la zone et des Serbes ont été tués, dont des infirmières serbes, par des Bosniaques. J'ai donc décidé de mener une opération au-dessus de Krupak, le 26 octobre, avec le colonel Delavarde, qui commandait un groupement de chasseurs alpins, et je peux vous dire que j'étais admiratif des garçons du 27e et du 7e BCA, qui étaient des VSL, et qui ont enlevé la position, malgré quelques blessés,
d'une façon assez extraordinaire. C'était le premier engagement armé, réel, sous mon commandement. J'ai réussi à faire signer au général Karavelitch, commandant le premier corps d'armée bosniaque, un papier demandant à ce que cette zone démilitarisée soit vierge. Mais comme on l'a dit hier, beaucoup des généraux adjoints étaient des bandits de grand chemin, dont certains sortaient de prison, et le brigadier de cette zone s'appelait le brigadier Prevlak Fikret, que certains ont peut-être connu, qui a refusé d'exécuter l'ordre de son chef. Donc il a fallu monter une deuxième opération, qui a très bien réussi. Nous avons continué à escorter les convois. Le 19 décembre, le président Carter arrive, fait signer un cessez-le-feu assez ambigu. Le général de Laprelle pourra peut-être en parler, mais un cessez-le-feu, moi j'ai pas très bien compris s'ils avaient signé le même papier. Que le point 9 du cessez-le-feu entre les Bosniaques et les Serbes était peut-être pas le même. La signature de Koljević, ministre des Affaires étrangères serbe, et celle d'Izetbegović, je suis pas sûr qu'ils aient signé le même document. Enfin, le président Carter était maître, envoyé par le président Clinton, était maître du jeu. La tension a commencé à monter début 1995. Fin mars, Karadzic décide une mobilisation générale et commence à dire qu'il considérera les casques bleus comme ennemis. Donc on monte un peu dans l'escalade. Comme ça s'est passé quelques années ou quelques mois avant, la tension est exorbitante sur Sirakat, Kalindoska, qui est le checkpoint entre l'aéroport et la ville, à tel point qu'il faut mener une opération qui a été menée par le capitaine Durieux du 2e régiment étranger d'infanterie, avec un courage extraordinaire de la part de ces légionnaires qui étaient entourés de Serbes complètement excités. Et j'ai réussi à faire signer à Milosevic un protocole disant que nous reprenions la gestion du point de ce checkpoint. Il l'a signé dans un état un petit peu bizarre. Il avait beaucoup bu et Indić, pendant la signature, le colonel Indić, qui était l'officier de liaison entre les Serbes et nous, est sorti de la salle et a téléphoné au général Mladić. Et 10 minutes après, le général Mladić fait interrompre la conversation et me dit « Mon général, le papier du général Milosevic ne vaut rien ». Puisque Mladić était... Bon, je lui ai dit « Votre général qui commande les forces, le général Milosevic, a signé le papier. Pour moi, ce papier est celui que nous exécuterons ». Ça a commencé à créer une relation très difficile avec le colonel Indić, qui était l'éminence grise du général Mladić. La tension est montée, l'aéroport était bloqué, les convois, pas de ravitaillement par l'aéroport, donc les convois passaient par 2 zones, par la route d'Igman, qui était systématiquement prise à partie par des canons qui étaient en contrebas de la route et qui tiraient dans un virage que le général Soubirous connaît bien, qui était le virage des Anglais, où systématiquement les canons se faisaient détruire, à tel point que les camions de ravitaillement pour la ville, les Norvégiens qui étaient responsables du pilotage de ces camions ont refusé de les conduire par peur de se faire tuer, et il a donc fallu mettre des Français. Encore une fois, c'est les soldats français qui ont été mis à contribution.
Et puis les Serbes ont commencé à activer de plus en plus un tunnel qui était sous la piste de l'aéroport. L'entrée du tunnel était à Rasnica et la sortie était à Dobrinja, qui était un quartier de Sarajevo. Rasnica était au sud du mont Igman, donc les camions descendent à Igman et je suis allé, moi, un peu camouflé dans le tunnel. C'était un tunnel qui faisait 1,20 m de haut et qui a été le cordon ombilical de ravitaillement de la ville de Sarajevo. C'est un musée, j'ai vu un reportage là-dessus, c'est un musée, il est beaucoup mis en valeur dans un film qui est repassé il n'y a pas très longtemps. Et par inadvertance, un jour, un VAB se met en place pas loin du tunnel et un légionnaire du 1er Reich est tué, le maréchal des logis Günther est tué. C'est le premier des 20 morts que je vais avoir à Sarajevo entre avril. Les premiers morts, c'est le 14 avril, le maréchal des logis Günther, et le dernier, c'est le brigadier-chef Ottaviani. Donc 20 morts sous mon commandement parmi les 89 morts qu'il y a eu sur le territoire. À partir du début mai, alors là, c'est une explosion de bombardements, d'incidents, mais le colonel Sandal en parlera pour le Batinf 4. Et les Serbes commencent à grignoter progressivement sur l'aéroport de façon à récupérer le tunnel. Et là, il y a des moments assez tendus. Une discussion avec Milosevic et Mladic qui me disent « Nous avons fait une erreur en donnant l'aéroport en 92 à la Fort-Prenu. Nous n'aurions jamais dû le laisser à la communauté internationale. » Et puis on rentre dans la phase la plus difficile où le 24 mai, à la suite d'une montée en puissance, il est décidé de bombarder Palais. Première frappe, le 25 mai 1995. Je suis prévenu de cette première frappe, qui a lieu à 16 h, le 25 mai. Mon patron, le général Rupert Smith, qui avait remplacé Michael Rose, ne me prévient pas de la deuxième frappe. La deuxième frappe a lieu le lendemain, le 26. Malgré les mesures qui avaient été prises de préservation de sécurité, nous étions en alerte orange, l'aéroport était en rouge, mais un certain nombre de mesures n'ont pas pu être prises par les gens sur le terrain, et donc il y a eu ces fameux moments dramatiques de Lukavica avec le drapeau blanc et un certain nombre d'otages. Avec les Serbes, ils se sont retrouvés, à partir de ce jour-là, avec le pistolet sur la tempe, et certains ont tenu très longtemps. Le lieutenant De Croo, par exemple, a fait preuve d'un courage absolument admirable, de chez vous. Un adjudant-chef, Léger, qui était à Lukavica, mais devant, ils étaient quelques petites dizaines, devant des centaines de Serbes, eh bien, ils ont été obligés, d'autant que leurs véhicules, les Saguets en particulier à Lukavica, n'étaient pas à côté d'eux, étaient à 250 mètres derrière la caserne serbe. Au moment de la construction de la décision des points de regroupement, nous étions sur le texte invité. Invité, c'est tout. Deuxième frappe, otages de nombreuses nationalités. Et je reçois le 26 dans l'après-midi un coup de téléphone du sous-chef opération de l'état-major des armées, le général Germanos, qui me dit
il y a une tension très forte à Paris, tu vas recevoir des ordres. Je vous dis carrément que moi, je m'attendais à recevoir un ordre fort. Et j'ai reçu l'ordre suivant. Je vous demande de tout mettre en œuvre pour retirer les éléments français qui assurent la garde des points de regroupement de l'armement lourd de Sarajevo. Réduire le nombre de postes ou de missions dans lesquels sont engagés des militaires français isolés ou en faible nombre. Étudier l'évacuation d'Igman. Secondo, les actions devront être conduites sans emploi de la force, sauf dans le cas de légitime défense. La plus grande discrétion devra être conservée sur ces actions. Et on me précise qu'il n'y a que moi qui dois voir ce message. Je suis donc descendu à la salle de transmission et c'est moi qui ai récupéré ce message. Je l'ai quand même montré à mon chef d'état-major Shadow, le colonel May ici présent, mais c'était quand même pour moi un coup de poing dans l'estomac assez fort. J'ai appris que l'amiral Langshan n'était pas présent à Paris lorsque ce message m'a été envoyé. Que fait le chef militaire? Il regarde avec stupéfaction ce message et, comme il y avait beaucoup de tension, il prend le temps de la réflexion et il va se coucher vers 1h du matin. Pendant la nuit du 26 au 27, le capitaine Lecointe, dont parlera longuement sans doute le colonel Sandal, s'aperçoit que le pont de Verbania a été pris par surprise par les Serbes, sans un coup de feu. Entre 3h et 6h du matin, le colonel May et le colonel Sandal préparent un plan de riposte et à 6h25, le colonel May vient me réveiller en me disant « Le pont de Verbania vient d'être pris, il y a 2-3 heures, nous sommes en mesure de le reprendre, donnez-vous l'ordre ». Et à 6h27 ou 6h28, je donne l'ordre de reprendre le pont. L'action est menée, vous en parlerez tout à l'heure, ça a été un succès, malheureusement 2 morts au 3e RIMA et de très nombreux blessés, et nous faisons des prisonniers, ce qui pour un soldat de la paix est peut-être pas la meilleure solution, à tel point que les Anglais ont tenté de porter plainte contre moi pour non-respect des conventions de Genève. Bon, j'en ai jamais entendu parler après. Enfin, Rupert Smith me l'avait dit, qu'il voulait porter plainte, que j'étais sorti de mon mandat et que c'était pas logique. Enfin, ça, voilà. C'est un grand succès. Ça commence à 8h11 et ça se termine à 9h18. Nous prévenons Paris et à 13h52, le 27, je reçois un 2e message. Vous donne l'ordre de ne pas abandonner vos postes sous la menace aux mains de l'un ou l'autre des belligérants. Vous utiliserez tous vos moyens pour résister aux attaques, y compris par des frappes d'appui aérien rapprochées, que vous demanderez autant que vous le jugerez utile. Vous confirme ordre de récupérer les personnels isolés autant que faire se peut. Donc, pour faire court, l'ordre a été donné par celui qui avait la responsabilité de le donner sur le terrain, sans aucune intervention extérieure et sans aucune demande extérieure. Pourquoi? Parce qu'il fallait bénéficier de l'effet de surprise et qu'il ne faut pas oublier que mon chef d'état-major était russe. Donc si j'avais mis dans la boucle une toute petite partie de l'état-major, l'effet de surprise était fini. Nous avons donc repris le pont et je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, les soldats sur le terrain
avait repris un peu le sourire, sauf qu'après, il y a eu des négociations absolument ubuesques entre la libération des otages et Mladić voulait récupérer les 4 prisonniers que nous avions fait. Ça a été vraiment incroyable. Et c'est grâce au général de Laprelle que quelques jours après, vers le 17 juin, je crois, négocié avec Milosevic, nous avons réussi à récupérer par phases successives tous nos otages. Bon, je suis un peu désolé de dire ça, mais beaucoup de gens ont récupéré la paternité de la décision de la prise de Verbania. Le ministre de la Défense, interrogé à la commission parlementaire, a dit « J'étais là quand le président de la République a donné l'ordre au général Gobiliard de reprendre le pont ». Enfin, c'est normal que c'est la primauté du politique. Bon, si les militaires, on ne peut pas comprendre ça, ben, vaut mieux faire autre chose. Mais bon, enfin, je tenais à le dire quand même que c'est donc sur le terrain que nous avons pris cette décision. Si vous avez des questions à poser, je répondrai. Je voudrais terminer, je crois que ça va. Je voudrais terminer par 2 autres faits qui, pour moi, m'ont terriblement marqué, et le tribunal à La Haye m'a énormément interrogé sur Srebrenica. Énormément. Et là, je peux vous dire, contrairement à ce qui a été véhiculé, j'étais en relation permanente avec le général Janvier au téléphone, et à chaque fois que je lui ai demandé quelque chose, il m'a dit qu'il essaierait de l'obtenir. Le 6 juillet de 1995, Srebrenica n'était pas sous la responsabilité du commandant de secteur de Sarajevo. Le 6 juillet 1985, le général Rupert Smith, mon patron du BH Commande, part en permission. Il part en permission. Alors, est-ce que c'était calculé ou pas calculé? Je n'ai pas suffisamment d'éléments. Il le sait, Major, le Premier ministre, le sait sûrement aussi. Moralité, je reçois, moi, dans la nuit du 8 au 9 juillet, un fax me disant « Vous devenez acting commander, vous prenez la place de Rupert Smith ». Je réunis à 3 heures du matin l'état-major de Rupert Smith, dont le chef d'état-major est un Hollandais, le général Nicolai. À Srebrenica, il y a 77 Hollandais, commandé par un lieutenant-colonel qui s'appelle Karemans, qui n'avait pas trop envie de faire la guerre. Bon. Et donc, je signe un ordre écrit, qui du reste a été publié dans la presse britannique quelque temps après, en disant à Karemans, aucune négociation n'est possible avec les Serbes, vous défendez la population civile, et au lever du jour, les avions de l'OTAN arriveront. Et dans la nuit, je demande au général Janvier, je fais un air request, et je demande au général Janvier les avions, et il me dit, ils arriveront à 6 heures du matin. Ils ne sont pas arrivés à 6 heures du matin. Je réitère cette demande, et pendant ce temps-là, 30 Hollandais sont tués sont faits prisonniers, un est tué, et 30 sont faits prisonniers, et il commence à y avoir une imbrication assez forte entre les gens du 5e corps serbe et les Hollandais. Je réitère ma demande d'air request pour le 10 juillet, et le général Janvier me dit, ils vont venir. À ce moment-là, les TACPI au sol, qui étaient chargés de guider les avions, disparaissent, s'appuyant sur le fait qu'il y avait du brouillard, donc il n'y a plus personne pour guider les avions. Mais les avions arrivent le 11 juillet à 16 heures. Il y a une imbrication totale sur le terrain entre la population, les gens de la Fort-Pronu, les Hollandais et les Serbes. Et donc, les avions ne peuvent pas être opérationnels. Et Srebrenica tombe. Deuxième chose, Zepa. La poche de Zepa, le 16 juillet, on apprend que Mladić et Tolimir décident de descendre sur Zepa. Le 25 juillet,
le colonel May prépare une opération et on envoie 130 hommes à Zepa, aux ordres du colonel Chinouille, et le lendemain, le 26, 150 hommes, pour faire comprendre à Mladic que nous n'allons pas nous laisser avoir sur Zepa comme pour Srebrenica. Le 27, je pars moi-même avec une petite équipe. De nuit, je traverse toute la zone serbe sans me faire repérer et je reçois un coup de téléphone de M. Juppé me demandant de faire demi-tour. L'amiral Langsad ensuite a été interrogé par le Premier ministre. Je ne fais pas demi-tour et nous allons négocier, non pas avec Mladic qui ne voulait plus me voir, mais avec Ptolémyre. Et on réussit à négocier la libération de la population dans des cars. Ça a été très très compliqué, des cars de la Croix-Rouge, sauf malheureusement 36 soldats qui ont été capturés par les soldats serbes et nous n'avons pas su ce qu'ils étaient devenus. Enfin, nous savons ce qu'ils sont devenus. Bon. Mais nous avons quand même évité, je crois, un deuxième Srebrenica sur Zepa. Entre-temps, j'avais enfin reçu des mortiers par le Foch et le 22 juillet, donc après Verbania, pendant un mois pratiquement, ils se sont tenus. Ils se sont tus, les Serbes. Le 22 juillet, bombardement de Zetra, le médecin capitaine d'Orléans est tué et le convoi d'Igman, il est tué vers 21h30, 22h, et c'est un médecin capitaine du RICM, et le capitaine Caro, qui était le chef de convoi d'un des convois qui descendait sur Rasnica, le village qui ensuite allait sur Sarajevo, est également tué. Et là, grâce à la section de mortier lourde du deuxième étranger, nous envoyons 90 obus en tir d'efficacité sur, n'est-ce pas, mon cher May, sur les canons de Gorni Kotorak, les canons serbes. Pour terminer, je vous dirais que c'est grâce aux soldats, comme je disais tout à l'heure, que nous avons pu mener ces actions qui ont peut-être changé, et ce n'est pas à moi d'en décider, qui ont peut-être changé l'attitude et la vision des choses. Deux remarques. La première, c'est que nous avons été relativement, même très profondément amers de l'attitude de la presse pendant tous ces événements. J'ai reçu beaucoup de journalistes et nous étions un peu estomaqués de voir que dans certains journaux, on parlait du blues des casques bleus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, amiral, d'un certain nombre d'articles qu'il a fallu. Bon, ça a été très. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que 20 morts et de très nombreux blessés. Et en finale, je dirais que ce qui m'a aussi énormément frappé, c'est l'attitude des femmes de nos tués. J'ai pratiquement réussi, pas à toutes, à téléphoner à toutes les mères, les veuves, les fiancées, les concubines de tous ceux qui ont été tués. Et je peux vous dire qu'un pays dont les épouses, les fiancées sont aussi dignes est un pays vivant. Et lorsque le président Chirac, quand j'étais gouverneur des Invalides, m'a demandé de parler un peu de ça, je lui ai dit deux choses. Je lui ai dit, nous avons peut-être les meilleurs soldats du monde et la population civile ne le sait pas, mais nous avons aussi des femmes et des épouses et des fiancées absolument merveilleuses. Et si les soldats tiennent, c'est grâce à elles, souvent. Voilà ce que je voulais dire.